bienvenue dans ce 80e podcast Manchester Devil. On va parler aujourd'hui, d'abord on va ouvrir le sujet un petit peu sur une petite news qui concerne Sir Alex Ferguson sur laquelle vous avez déjà dû entendre, et on va revenir sur la victoire contre Brentford qui a eu lieu hier. On enregistre ce dimanche matin. Avant de vous parler de mes deux collègues qui sont avec moi et de l'absent, je vous rappelle que Manchester Devil, c'est pas qu'un podcast, on est également un forum, un site internet, tout est parti de là d'ailleurs, et on a également un compte X pour ceux qui veulent suivre et avoir des infos un petit peu plus précises qu'une fois par semaine avec le podcast. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, Antoine est absent, donc pareil, envoyé en mission, on vous en parlera un peu plus tard sur un prochain podcast, il nous dira lui-même où il est allé. Je suis également avec Adama, que je vais laisser se présenter, Salut à tous. et Mohamed. Bonjour tout le monde. Vous allez bien les gars? Ouais, Ça, ça fait ça du va bien nickel. après une victoire. Ça fait toujours du bien. Ouais, ça faisait Ça fait longtemps, du hein. bien aussi la coupure. Ça fait du bien aussi, ouais. La coupure a fait du bien. Mentalement, il fallait. Il fallait. Et bah, d'ailleurs, pendant cette coupure, juste avant le match, quelques jours avant pour être exact, je fais le lien, passe D, on apprend Ineos, donc ça sort de, enfin c'est même pas un statement, hein, c'est The Athletic, qui est un média quand même assez sérieux aux États-Unis, qui annonce que Sir Alex Ferguson sera en fin de saison. Alors, je vais utiliser le terme démis de ses fonctions, c'est un peu plus compliqué que ça. Il quitte son rôle de directeur, il était au conseil d'administration avec un poste de directeur, pour des raisons budgétaires uniquement, ce ne sont pas des raisons humaines, je dirais non, des gestions Ineos. Par contre, il va quand même garder un statut de directeur non exécutif, donc en fait, c'est un titre, hein, faut pas se mentir, parce qu'il n'aura plus le droit d'accéder au conseil d'administration, donc il sera plus dirigeant. Mais a priori, il aura toujours le droit de tourner autour de Old Trafford gratuitement. Je pense qu'il aura des réducts à la boutique et il aura le droit de voir les matchs. Pour l'instant, je ne sais pas s'il est dans les coûts budgétaires des fêtes d'après-match, vous le savez, pour ceux qui ont suivi, mais actuellement, a priori, il aura quand même un accès tout autour du club. De toute façon, je pense que personne ne peut interdire Sir Alex Ferguson d'entrer dans le club. Mais surtout, c'est dans un plan plus global où Ineos, plus que de gagner de l'argent, veut arrêter d'en dépenser, puisqu'on a de gros problèmes financiers. On en a déjà parlé au fur et à mesure des podcasts. Et c'est dans un budget de réduction, c'est dans un but de réduction de notre budget d'environ 50 millions d'euros. Et le salaire qui était alloué à Sir Alex Ferguson dans cette fonction-là était, alors je l'arrondis au supérieur, c'était un peu moins que ça, mais grosso modo, il était à 3 millions d'euros par an. Du coup, ça laisse quand même se poser pas mal de questions. Je donnerai peut-être mon avis après. Lequel de vous deux veut commencer? Moi, je veux Je bien veux commencer. juste, Ah, vas-y. Allez, vas-y, Adama. vas-y, mais je voulais juste apporter une précision. Est-ce qu'il est dans le, c'est pas juste un rôle d'ambassadeur plutôt? Alors ouais, c'est pas vraiment un rôle d'ambassadeur parce que généralement les rôles d'ambassadeur, t'es pas au club en fait au niveau décisionnaire. Quand t'es ambassadeur, c'est plutôt justement quand tu représentes le club à l'extérieur. Et Ferguson avait gardé, comme avait Bobby Charlton en son temps, c'est-à-dire qu'il avait droit enfin il faisait partie du conseil d'administration consultatif et faisait partie des décisions. Parce que là, Après, j'ai ça l'info reste sous les yeux et ils disent Ineos a supprimé le contrat d'ambassadeur de Sir Alex oui. Ferguson. Oui, oui, non, mais il est nommé ambassadeur, mais il était aussi au poste de direction, une Ah, fois de ok. plus. Donc, il avait les deux. Ok. Ouais, double Ah, casquette, dommage, pas j'ai de compris. doute. Quand j'ai vu la news, au début, j'étais choqué. Mais après, quand tu prends un peu de recul et que tu essaies d'analyser les choses un peu plus finement, euh, moi, ça m'a toujours dérangé en fait que Ferguson soit au conseil d'administration. Pourquoi? Parce il est parti. euh, il faut plus qu'il intervienne entre guillemets dans la prise de décision. Euh, en gros, pour moi, il fallait couper le cordon bien plus tôt pour laisser une transition plus douce et pour pas que son ombre soit toujours présente. Bien sûr, ça n'enlèvera jamais tout ce qu'il a apporté à ce club, tout ce qu'il a fait pour ce club-là. Et bien sûr, j'espère qu'il aura encore le droit de venir au club. Mais sur le côté ambassadeur, euh, bah, c'est un poste honorifique, hein, c'est pas. Franchement, Comme c'est du Charlton, gadget. comme beaucoup ils ont, oui. Ouais, c'est du gadget. Après, la raison pour laquelle on coupe certains contrats, parce qu'il y a lui, mais il y a aussi d'autres personnes, ça, c'est dans un vaste plan d'économie. J'ai l'impression qu'on a été géré par, comment il s'appelle notre ministre de l'économie là, qui nous a qui nous a flingué, la Bruno Le Maire. Et donc maintenant, ben, en fait, faut passer à la caisse.
toute la mauvaise gestion qu'on a eue pendant toutes ces années, ben, ça se paye jusque dans ce genre de contrat. Et les gens vont tomber sur Ineos, ouais, on touche pas à Ferguson, on touche pas à Ferguson. Mais je pense qu'ils ont des choix à faire, ils ont des décisions à prendre qui sont pas faciles. Ça leur fait pas plaisir, je pense pas que ça leur fasse plaisir de couper le contrat de Ferguson, mais je pense qu'ils ont besoin de faire certaines économies. Et pour moi, ça me va. À partir du moment où, même si tu licencies aussi plein de personnes, non pas que je sois pour le licenciement de personnes, mais si je sais pas c'était quel type de poste. On ne sait pas si aussi des départs volontaires, etc. Parce que c'est toujours bien que dans la presse ils disent oui, Monster a licencié 250 personnes, mais on ne sait pas en fait ce qui se cache réellement derrière. Peut-être que c'est des gens qui étaient en fin de contrat, ça se trouve il y en a qui étaient en CDD, ça se trouve on pense, c'est pas forcément que Cathy de la compta, voilà. Donc c'est pas forcément que les petites mains. Donc si c'est pour assainir entre guillemets l'administratif du club et qu'on devienne un véritable club de football, qu'on n'était pas, ce qu'on n'était pas. Moi, ça me va en fait. Donc même si c'est vrai que ça touche un symbole qui est Ferguson, pour moi, la décision, je la prends plutôt bien en fait. Avant de donner la parole à Mohamed, je veux poser une question et comme ça te laisse le temps d'y répondre et après Mohamed il enchaîne. Euh, alors je le dis d'avance, je vais poser la question. Moi, j'ai pas ce sentiment-là, mais je demande quand même. Est-ce que pour vous, cet acte-là, ça pourrait donner le sentiment que à Manchester United, plus personne n'est intouchable? Touche au symbole, là. Donc, si tu touches au symbole, c'est que tout le reste est touchable pour le coup maintenant. Bah oui, pour le coup, mais j'avais pas l'impression que Ça- personne moi, n'était ça me, intouchable. moi, ça me donne cette sensation. En fait, ça l'accentue pas. Je me dis quand même que il y a des gens qui, notamment l'organigramme qui vient d'être en place, par exemple, moi je le perçois aujourd'hui, hein, on parle d'aujourd'hui, le football ça va vite, attention, peut-être dans 5 ans on n'a pas le même discours, mais aujourd'hui le tout nouvel organigramme qui vient d'arriver, pour moi il est intouchable. C'est-à-dire que là Ah, j'ai cette sensation que qu'importe ce qui se passe sur le terrain, eux seront pas inquiétés, ça sera pas de leur faute. À ce jour. À ce jour. ça fait Il y même a, il y a qu'une seule personne qui est littéralement, enfin, il y en a deux, c'est les Glazers et Radcliffe, parce que c'est Radcliffe qui met ses pions. Et c'est lui qui a investi dans le club. Donc, les Berada et tout, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, j'ai cette sensation qu'ils sont intouchables, mais il y a le travail et les résultats qu'ils feront si leur place saute ou est discutée avant de sauter, si leur place est discutée ou pas. et c'est pas que le sportif, là en plus ils viennent d'arriver. Parce que nous Oui, on va juger que le mercato. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt parce que Berda il est arrivé quoi, le 13 juillet à peu près. Le mercato il était déjà en cours. Certes, Ineos est là depuis un peu plus d'un an. Enfin, non, depuis un an, pardon. février, ouais. Mais moi je Mais pense t'as des qu'il gens faut. comme Brentford qui sont là depuis plus longtemps aussi, qui Oui, sont arrivés de suite avec Ineos, il n'y a pas Oui, eu oui, oui, d'attente. en février, dès que mm, la ratification a été ouais. prononcée. Moi je pense qu'il faut vraiment attendre, je sais pas, 2 3 ans, voir ce qu'ils vont mettre en place. Parce que oui, certes, il y a le mercato, mais il y a ce qu'ils vont faire avec les jeunes, il y a Carrington, il y a Old Trafford, c'est tout un écosystème. Donc faut prendre le temps avant de juger. Ten Hag, on lui laisse bien le temps, donc pour l'équipe dirigeante, on va bien lui Et laisser le temps. je vais même rectifier, pour moi, il y a que les Glazers qui sont intouchables, parce que même Ineos, c'est minoritaire Exactement, et je ils rappelle ont un droit, 27%. et ils ont un 27% droit du de, club. et ils ont, enfin, ils peuvent je sais plus c'était quoi la clause, là, 3 ans, je crois. voilà, il y a un bilan qui sera fait à 3 ans, ils peuvent le jeter, s'ils le veulent ou le garder. Donc, j'ai envie de te dire, même Ineos n'est pas intouchable. Donc, je partage pas forcément ta vision des choses sur ce point-là. Mhm. Et pour parler rapidement de Ferguson, donner mon avis, moi, je suis entre les deux, en fait, dans le sens où cette histoire de budget, je suis totalement d'accord, parce que bah, il y a des emplois fictifs et c'est bien d'aller assainir les comptes, hein, parce que bah, il y a le FPF, je sais pas si ça rentre dans les comptes, mais en tout cas, dans tous les cas, ça fera pas de mal au club d'assainir ces emplois fictifs. Le seul problème, c'est que Ferguson, ça reste un symbole. Et pour moi, ce genre de move, déjà, il faut l'amener plus mieux, en tout cas en termes de presse, en termes d'infos. Je pense qu'il faut polir le discours, pas juste balancer une rumeur ou
une exclusivité d'un journaliste qu'il a réussi à choper dans des bruits de couloir et qui sort l'info. Parce que ça reste Ferguson. Donc, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau dans ce genre de move. C'est que tu le fais à la fin, en fait. Tu te dis, voilà, bah, tu sais, l'histoire des 250 employés, là où je ne sais plus c'était quoi le nombre exact. C'est ça, Bah, tu te dis, 250 en voilà, juillet. on arrive au bout, là, de cet assainissement, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais voilà, merde, j'ai perdu le mot. Mais c'est pas grave. J'arrive vraiment pas à le retrouver. Du coup, je vais rester sur cet assainissement des comptes et des emplois. Tu te dis, bon, on arrive à la fin. On s'est rendu compte qu'il y avait encore quelques grosses têtes. Ferguson, il fait partie des meubles. Il garde son rôle d'ambassadeur. Je pense que c'est important qu'il le garde parce que, comme tu l'as dit, pas forcément un rôle qui a du poids. Mais en tout cas, il quitte son rôle enfin, le rôle où il a du poids dans la direction. Ça m'aurait plus plu. Là, ça fait un peu, bah, écoutez, nous, on s'en fout. On vient, on tape chez tout le monde, même les légendes, même les symboles. Et ça me dérange un peu. Alors, comme vous, je suis partagé entre les deux, donc c'est bien preuve que finalement on est trois à être partagés et je pense qu'on ne sera pas les seuls. C'est bien que finalement c'est un peu plus compliqué et que ça montre bien ce qu'est le club est devenu, parce que je pense que la même décision il y a 10 ans, la réponse n'était pas la même, je Ah, pense. ça part en C'est manifestation. voilà, ouais, c'est déjà j'ai trouvé d'un point de vue personnel qu'il n'y a pas eu tant de réactions que ça dans les médias, ou alors c'est pas remonté jusqu'à nous, je sais pas. Mais j'ai pas été. Alors oui, on a entendu la sortie de Cantona qui était pas content de ça. Bon, Cantona, vieille école, grande gueule, c'est pas, enfin, sa position est pas choquante ramenée au personnage, donc il y a pas de problème. Mais il y a pas vraiment eu de levée de bouclier de gens te disant non, mais quand même, c'est un scandale. Après, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui avait jamais dû se poser la question de combien pouvait gagner Ferguson en ayant un poste où aujourd'hui activement dans le club, je pense pas qu'il fasse grand chose de manière active. Euh, je me dis quand même que c'était peut-être utile quand même de l'avoir. Moi, je suis entre les deux. Hein. C'était peut-être utile de l'avoir au conseil d'administration parce que je suis certain que le Ferguson, depuis des années, n'influe pas notre sportif. J'en suis certain. La manière de jouer sur le terrain, il n'est pas Ah influent. oui, Pour Par moi, contre, on sait que Alex Ferguson est l'une des personnes les plus influentes dans le football anglais. Et l'avoir avec toi, c'est aussi avoir toutes ses entrées, son portefeuille, son carnet d'adresse, tout ce qui va avec, chose qui est utile. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui il va fermer ce carnet d'adresse, et je pense que quand tu auras besoin de passer un coup de téléphone pour débloquer la situation vis-à-vis d'un autre propriétaire de club, de quelqu'un un peu haut placé, je pense qu'il y aura toujours moyen. Mais c'est vrai que du coup, tu te dis quand même qu'on va vouloir profiter de ça sans le rétribuer. Après, je parle pas de montant parce que c'est toujours pareil, on est dans le football, les montants ne veulent rien dire. La rétribution de 3 millions d'euros par an, enfin, c'est pas quelque chose qui n'est justifiable matériellement, donc je ne parlerai pas du montant de la rétribution, mais l'idée derrière un peu me gêne en te disant finalement on pourrait encore un peu se servir de lui comme ambassadeur, machin, mais par contre nous on veut plus rien lui donner, sachant qu'on parle de Ferguson, donc l'image même de ce club. J'ai vu passer dans les médias aussi pas mal que tout le monde te dit que c'est lui qui a construit ce club. C'est aussi juste que faux, parce que Manchester a une histoire qui est tellement longue. Il y a des noms que nous-mêmes, pourtant, on est fans et qui ne il fait sont jamais à partie nos de notre bouches. histoire, oui. Je pense que dans ce podcast, Sir Matt Busby a jamais été cité et pourtant je pense que c'est l'un des pères fondateurs de ce club. Bobby Et Charlton. pourtant, voilà, Bobby Charlton encore, de temps en temps on le cite, mais tu vois, je pense à Matt Busby qui est l'équivalent de Ferguson il y a littéralement 60 ans. Personne n'en parle, tu vois. Enfin, 60, peut-être un peu plus même maintenant. Personne n'en parle. C'est vrai que chaque époque, on va dire que si Matt Busby avait fondé l'ancien Manchester, il est vrai que le Manchester d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, celui d'il y a 10 ans encore, avait été fondé par Sir Alex Ferguson. Donc je comprends les gens qui voient en disant que c'est son club, même si c'est celui des Glazers. On a tous cette image-là d'un club paternaliste et le père c'est Ferguson. C'est jamais Avril Glazer, quoi. Il n'y a pas de débat. Donc du coup c'est vrai que l'image est quand même dure. Après, on n'a jamais su tourner la page, non pas de Ferguson, pas de la personne, mais de l'ère Ferguson. Aujourd'hui encore, Manchester doit gagner tous ses matchs, on est le plus grand club au monde, on est tout ça. Tout ça, on l'a hérité de l'ère Sir Alex Ferguson. Donc finalement, c'est peut-être par ce genre d'acte que tu arrives enfin à redémarrer ton livre de la première page blanche et non pas Un peu d'essayer d'écrire détaché, ouais. la 10e suite de l'histoire. Euh, Perdre ses valeurs, ça reste quelque chose qui pour moi n'est pas forcément positif, mais par contre redémarrer avec des nouvelles choses, ça peut être quelque chose de positif. Donc j'avoue que comme vous, je suis un peu entre deux. C'est assez difficile de se positionner par rapport à ça.
ça reste quand même décevant parce que finalement, il y avait un monde aussi où tu pouvais finalement garder des symboles comme Sir Alex Ferguson, avoir une meilleure gestion et redémarrer quand même en ayant lui dans le conseil d'administration. Et ça aurait été plaisant. Sir Alex Ferguson a su le faire avec Bobby Charlton, qui était exactement en poste et faisait exactement ce que Ferguson faisait ces 10 dernières années quand Alex Ferguson était, je mets des guillemets, jeune manager chez nous. Parce que bon, il est quand même pas arrivé si jeune que ça, mais jeune manager chez nous. Donc c'est quand même dommage finalement de pas avoir réussi à faire la même chose avec Ferguson. Ça restera un peu pas l'histoire qui se finit mal, mais l'histoire qui aurait pu encore mieux se terminer de son côté. Mais voilà, donc c'est vrai que je reste du coup assez partagé. Tous ceux qui nous écoutent en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis. Si pour vous, le fait de couper comme ça le contrat de Ferguson, et comme l'a dit Mohamed aussi, parce que je suis pas revenu dessus, mais la manière, c'est-à-dire de l'annoncer en premier quart de saison, pour la fin de la saison, quel est l'intérêt? Comme on dit, et ça aurait pu être annoncé à la fin du contrat, pourquoi le faire leaker autant avant? Donc toute l'année, ça va un peu planer là-dessus, ça va donner cette idée aussi de la gestion qui est partiellement vraie, mais qui va nous le rappeler régulièrement que Ineos, c'est quand même beaucoup dans le licenciement, donc socialement, humainement, c'est pas non plus quelque chose qui est forcément toujours appréciable. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça, la manière, l'acte en lui-même, est-ce que vous êtes touché? Est-ce que peut-être que les plus jeunes qui ont moins connu Ferguson, pour eux, c'est finalement pas si grave. Peut-être que ceux qui ont connu l'ère Ferguson seront touchés directement et te diront qu'Ineos, c'est des fumistes. Enfin, voilà. Dites-nous en commentaire, je serais assez intéressé. Est-ce que vous voulez... Il y a une autre info qui est sortie en parallèle, et celle-là qui me plaît davantage, et elle va dans le sens de justement couper et avancer dans le bon sens dans le terme footballistique. C'est que c'est Mike Keegan, je connais pas la fiabilité, Antoine n'est pas là pour nous dire s'il est fiable ou pas, mais qui dit Sir Alex Ferguson et le board ont été priés de ne pas entrer dans le vestiaire à Old Trafford. United nie leur avoir directement interdit d'entrer dans le vestiaire, mais affirme qu'il y a désormais une entente commune sur qui entre dans le vestiaire, pardon. Ça me plaît. C'est-à-dire que le foot, le sportif, il est à Ten Hag et au directeur sportif, enfin, aux personnes qui gèrent le foot. Et le reste, vous n'avez rien à faire dans le vestiaire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que c'est moi qui suis un poil trop idéaliste et trop affectueux vis-à-vis de Ferguson, mais il m'avait semblé que justement, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, que Ferguson n'interférait pas directement avec le sportif parce qu'il me semble qu'il était descendu une seule fois dans le vestiaire. Je sais plus si c'était pendant un match ou juste après un match, et justement, c'était remonté dans les médias en disant que Ferguson était passé, il avait dit 2 mots aux joueurs et tout, et ça avait été tellement... Enfin, de la manière dont c'est remonté aux médias, tu sentais que c'était pas habituel, quoi. C'était pas quelque chose qui était foncièrement habituel. Par contre, dans ta news, tu dis bien Ferguson et le board. Et le board, oui. Et le board, malheureusement, ça c'est non nominatif, donc c'est pas directement dirigé contre des personnes dont on connaît le nom, mais il serait pas improbable que d'autres personnes du board, par contre, soient capables alors maintenant ou peut-être il y a quelques années, j'en sais rien moi, aller voir Lukaku et lui dire, je te rappelle combien on t'a payé, donc maintenant tu vas faire un petit effort et tu vas te servir de tes pieds, quoi. Ben, Tu vois, je vois pas Woodward ou Murto faire ça, non? Bah, Et, après, bon, ils étaient pas au board. Bah, je sais pas, mais on n'est pas au board. Et puis il faut penser qu'il n'y a pas que eux au board. Il y a aussi des gens en dessous. Quand Woodward, on dit je le suis board, sûr c'est qu'il allait dans le élargi. vestiaire, hein, Woodward. Hein. Ah bon? Bien sûr, quoi. C'est sûr. Peut-être pas souvent, mais voilà. Moi, je... Le gars, il crois a carte blanche, il peut y aller. Tu crois C'est qu'il comme allait ça me demander fait des penser autographes? quand t'as un club amateur, que t'as le jardinier qui rentre dans le vestiaire. Bon, les gars, vous jouez à quoi? Ça fait très le sportif aux personnes qui gèrent le sportif et les bureaux, c'est à ceux qui gèrent les bureaux, tout simplement. Ta précision, elle me laisse. Il y a quand même quelque chose que j'aime pas dans ta précision, c'est que on arrive à un point où on se sent obligé quasiment je vais utiliser ce terme, c'est un peu fort, mais de légiférer sur le fait que Ouais. les mecs du board n'ont pas le droit. J'ai envie de dire, est-ce que vraiment le club est si dysfonctionnel que ça pour devoir l'annoncer publiquement en disant ce mec-là, Après, il n'a ils ont pas le droit de dit, rentrer? ils nient leur avoir interdit, mais en gros, d'une entente commune, comme un peu avec Bah, Ferguson. Ils disent, en gros, c'est d'un accord commun Ouais. que le contrat se termine. donc voilà, écoutez, est-ce que vous voulez ajouter encore quelque chose? Je pense que le sujet est pas mal. Comme je vous l'ai dit, dites-nous en commentaire. C'est vraiment très curieux de savoir l'avis des gens là-dessus. Et même, n'hésitez pas dans le commentaire à donner plus ou moins votre âge. Ça peut être un indicateur aussi. Si vous êtes plutôt jeune, plutôt vieux, est-ce que vous allez voir les choses de la même manière ou ça n'a pas de rapport?
Voilà. Donc c'était la news qui est quand Intéressant de même, savoir. ouais, c'est intéressant de savoir, c'est curieux. Mm. Et c'était quand même la news qui fait pas si plaisir que ça. C'est mitigé, c'est bizarre, c'est Non, pas décevant, c'est pas plaisant, c'est C'est dans la continuité de ce qu'Antoine et toi disiez à l'époque, c'est que Ineos, et tu l'as dit aussi, humainement, voilà, ils viennent tout de suite, on tape dans notre portefeuille, on voit les dépenses inutiles. En soi, c'est une bonne chose parce que bah, il y a plein d'argent à récupérer. Humainement, ça laisse à désirer, quoi. Mais n'importe quelle entreprise qui, entre guillemets, qui rachète ou qui investit de l'argent, la première chose qu'ils font, c'est ça. C'est qu'il y a des postes en doublon, etc. Machin. Enfin, ça, c'est plutôt vrai quand tu achètes une autre société. Mais là, dans notre cas précis, on était une entreprise, entre guillemets, commerciale. Et là, c'est d'en faire une entreprise de football, un club de football. Donc, Vous- si c'est pour assainir, On, on, que ça on- aille dans le bon sens, moi ça me va en fait. C'est pas des philanthropes, c'est pas l'État pour remettre de l'argent en pot et de prendre les impôts. Non, ils sont là pour gagner de l'argent et essayer de faire gagner le club. Donc moi ça me va en fait ce genre de décision. Bah c'est un doute qui planait quand il y avait le duel Ineos-Qatar. C'est qu'on se disait, le Qatar, il n'a pas besoin d'argent. Lui, c'est juste c'est un supporter Ineos, Cliff aussi, mais pour lui, il n'a pas d'objectif de rentabilité ou de faire de l'argent. Ineos, on a quand même un doute. Même si Radcliffe est fan du club, ça n'empêche pas d'avoir un abonnement à Chelsea, on l'a assez répété. Mais il y a quand même, je pense, derrière, peut-être pas de la rentabilité, mais voilà, on va calculer les coûts et on va faire attention à notre budget. Mais c'est normal, je c'est pense un qu'il y a je philanthrope. pense qu'il y a de la rentabilité hein, derrière, honnêtement. Je Bah pense que oui, Ineos doit gagner sa vie aussi. Et bah oui. d'ailleurs, j'ajoute le chiffre que j'avais pas annoncé. C'est pas un chiffre officiel, c'est pareil, c'est paru dans les médias en même temps. A priori, l'objectif d'Ineos, c'est de gagner. Alors, je n'ai pas le temps dans le montant qu'on va gagner dans cette, je n'ai pas la timeline, mais en gros, il y aurait 400 millions d'euros à économiser. Et cette année, entre les licenciements, Ferguson, etc., et leur nouvelle manière de fonctionner, ils estiment qu'ils vont en gagner 50 millions sur ces 400. Donc ce serait une première belle pierre à l'édifice qui est l'objectif des 400 millions à diminuer en termes de ce que j'ai bien compris en coût de fonctionnement. On va passer à la suite parce que sinon, on va rester une éternité dessus et on va pas dire que des belles choses. Donc, Sinon, après, on va leur faire un titre Ineos et tout. Bon, on va pas ouais. changer le titre alors. Mm. Alors, bah, la suite. Donc, bah, la suite, c'est le match contre Brentford. Donc, on sort d'une trêve internationale. Je vais d'ailleurs, on a hésité à en parler. Alors, je vais en dire rapidement deux mots. On est presque sûr qu'on ait écouté un podcast. Je pense que Eric Ten Hag, le board, nous écoute parce qu'après la gueulante, c'était pas gueulante, on n'a pas poussé les décibels, mais quand même, on a manifesté notre mécontentement quant au fait qu'on laissait tout le temps partir nos internationaux, même sur des matchs qui ne nécessitaient pas. Et ben, en fatalité, on a retenu beaucoup de monde pour des blessures plus ou moins diplomatiques. Alors, il y avait quand même certains vraiment blessés, hein, et d'autres qui l'étaient moins. Et, euh, et du coup, ben, ça fait que on a envoyé moins de monde, qui se sont quand même blessés. Et Mainu s'est blessé, c'est dommage, mais il s'est blessé pendant la trêve. Mais bonne nouvelle pour le reste de l'effectif qui n'est pas parti. Donc big up à Ineos qui nous écoute, big up à Eric Tanak qui nous écoute. Donc ça, c'était la petite aparté entre les deux sujets. On revient à Brentford. Donc comme j'allais dire, on a gagné contre le match de Brentford. C'était une victoire nécessaire. Vous pouvez le lire dans le titre. C'était très très important pour nous. Pour Tanag également, il y a vraiment deux choses. Hein. Il y a vraiment la vie du club et le traitement dans les médias, etc. Et également le point de vue de Tanag. Sa position elle est quand même difficilement tenable, notamment en rapport aux médias qui ne l'ont pas lâché avant la trêve, pendant la trêve et qui ne la lâcheront pas à la reprise. Donc, on joue Brentford, qui est situé à peu près comme nous dans le classement, milieu de tableau. Hein, jusque-là, on C'était sait un match de pas. milieu de Et tableau. Pour moi, c'est un match de ça milieu fait de mal tableau. au cœur d'entendre ce genre de phrase. Et malheureusement, on était au coude à coude avec C'est Brentford, et notre d'ailleurs, on l'est réalité, hein, toujours. c'est notre réalité. Hein. C'est la réalité. Après, on sait qu'on a eu un début de saison difficile. Ça sera peut-être pas la réalité de la fin de la saison, mais c'est la réalité du début de saison. Donc là-dessus, on fait une entame de match qui est, bon, déjà, on fait une compo avec quelques choix de l'entraîneur, notamment le fait d'avoir Rashford sur la droite et plutôt Garnacho à gauche. Sur le fait Ahmad, je également, crois, parce que Ahmad était un peu touché, je crois. Même lui, bah, il faisait partie des gens qui sont pas partis en sélection. Adama, je sais tout pas à si tu fait. confirmes ou pas. Je crois que j'ai vu l'info passer. J'ai pas regardé non plus la Côte d'Ivoire.
J'ai pas eu le temps. Donc il y avait peut-être un doute. Il était sur le banc, mais en tout cas, voilà, il n'était peut-être pas à 100%. Ou peut-être que c'était juste un choix. Donc déjà une volonté de permuter. Alors on peut se poser des questions à la permutation, mais je pense avoir une réponse et vous me confirmerez ou vous m'infirmerez sur le sujet. Mais je pense que l'arrivée de Rashford à droite n'est pas due à son caractère de fils unique. Hein. Je pense que c'est pas par rapport à ça. Je pense que c'est rapport au fait que Dalot a basculé à droite et que je pense que Erik ten Hag a voulu garder la relation Rashford-Dalot, qui jouait jusqu'à présent à gauche, puisque c'était Mazraoui qui jouait à droite, mais Mazraoui faisant partie des blessés sur le banc d'ailleurs, donc je pense qu'il est pas loin d'un retour, puisqu'on l'a même vu rentrer les quelques dernières minutes du match. Je pense que vraiment le choix a été donc de donner un peu plus de liberté à Garnacho à gauche, en le mettant à gauche, parce qu'on sait qu'à droite, il le bride un petit peu dans sa manière de jouer. Et je pense qu'il a dû vraiment vouloir conserver cette architecture d'Allo-Rashford, parce que vous me rattraperez peut-être, mais j'ai pas souvenir de période Ten Hag où Rashford débutait à droite. Il y en a eu quelques-unes l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y en a eu quelques-unes sur des matchs classico-classiques? C'est-à-dire pas pour une vraie raison technique pointue, mais juste en te disant, là, je vais faire un ajustement. J'ai pas de mémoire. Et déjà, comme je le disais, on avait peu de permutations, voire J'ai quasi le même match pas. à Everton l'année dernière où Garnacho claque son retourné, là où justement c'est Rashford à droite avec Dalot, comme tu dis. Et c'était un Voilà. choix. Pour moi, c'était un choix. Il avait fait 2-3 matchs d'ailleurs de suite à ce poste-là. Où Moi, il râlait, on s'en rappelait très bien, parce qu'il préfère jouer à gauche. ma théorie, c'est que on sait que Ten Hag a beaucoup caressé Rashford en ce moment parce que il fait un début de saison qui pour moi est pas bon, mais qui n'est pas mauvais. Il est pas mauvais, donc et par contre, il fait, il faut le dire, un début de saison qui est décisif, puisque si j'ai pas de bêtises, en 8 matchs, il en est à 7 si tu mélanges les buts et les passes décisives. Donc c'est plutôt bon d'un point de vue statistique, même si moi ce que je vois sur le terrain me convient pas, mais d'un point de vue statistique c'est bon. Et je me dis que peut-être que Ten Hag a pas voulu casser cette dynamique, et je pense que ça justifie le fait d'avoir permuté T'as Rashford sur la aussi, droite. t'as aussi un autre élément de réponse, c'est que, une autre hypothèse, c'est que t'as Lisandro Martinez qui joue à gauche, qui n'est pas habitué à jouer à ce poste-là, et que Rashford, en termes de couverture défensive, c'est pas trop ça. Donc peut-être qu'un gars qui a pas forcément l'habitude et la vélocité de Dalot, tu lui mets un Garnacho qui l'aide un petit peu plus défensivement. Je suis d'accord. Par contre, vous remarquerez que, on en parlera après pendant le match, mais Martinez n'a absolument pas fait le piston. Il est resté tout Oui, le il temps était très très vraiment. bas. Donc finalement, tu n'avais pas tant besoin de ce surplus de couverture si l'ordre de ton allonteur latéral, c'est pas de monter. Donc normalement, il n'est pas censé être trop débordé, mais effectivement. Donc on démarre, comme vous l'entendez, avec déjà notre problème majeur numéro un qui est constant. On n'a personne à gauche, en latéral gauche. Donc big up à Cho et Malacia qui nous écoutent également. Ce serait bien d'un jour Malacia revenir qui sur les a, terrains. Malacia qui a commencé à participer un peu plus. J'ai jamais vu des infos comme ça pour un joueur. Hein. Chaque semaine, là, il a participé au Taureau. Là, il a participé à la première partie de l'échauffement collectif. Là, il a participé à la première partie de l'entraînement collectif. Ah, non, Chaque mais c'est semaine, incroyable. on n'avait aucune news. Maintenant, on a chaque petite news. Je pense que la semaine prochaine, on saura ce qu'il a mangé pour nous dire s'il est en Ouais. état ou pas d'aller faire popo. On aimerait bien Euh, savoir ce que Shaw a mangé, mais bon, ça, la liste on est trop a, longue, ça. On ouais, ne saura jamais. ça, on s'en doute, ça. Ah là là. Bref, donc on a toujours ce déficit à gauche qui entraîne des problèmes dès que Mazraoui n'est plus là, puisque c'était déjà lui-même à la base plus ou moins un remplaçant, puisqu'il n'arrive pas forcément avec une étiquette de titulaire, mais en tout cas il arrive avec l'étiquette de celui qui dépannait. Donc on démarque avec un seul latéral de métier. L'entrée de match, elle est la première saison, la première pardon, pas saison, première partie de mi-temps, la première mi-temps, elle est quand même particulière parce que Brentford met rapidement le pied sur le ballon. Il faut dire que je vais le dire parce que c'est vrai qu'on en parle de temps en temps et sans trop d'explications et c'est notamment le point de vue d'Antoine par exemple qui trouve qu'aujourd'hui dans le foot moderne tu peux plus jouer en 4-3-3. Je rappelle que là Brentford jouait contre nous en 4-4-2 donc et avec deux vrais attaquants. Donc même s'il y a de la mobilité dans Ah les bon? attaquants, C'est ce c'est là, ils avaient qu'Antoine quand même deux postes. il pense et ce qu'il a dit? Ah oui, il a déjà dit que pour lui, dans le foot moderne, actuellement, le 4-4-2, c'est compliqué. Ah, le 4-4-2, j'ai cru que tu parlais du Non, 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 non. 4-3-3, Le d'accord. 4-4-2, c'est compliqué. Ah, Donc j'ai compris. là, on jouait, nous, en plus ou moins 4-4-3, même si c'est pas 4-2-3, un vrai, moderne. voilà, c'est pas un vrai 4-4-3, mais si vraiment tu l'alignes, on est sur une notion C'est de un 3 par numéro ligne, 10 tout quoi. le temps, donc. Bah, en fait, ça Voilà. dépend, nous, comment. Bon, non, je te laisse finir, je vais Comment on développer. est positionné. Hmm. Mais du coup, on s'aperçoit que malgré ces deux confrontations tactiques un peu différentes, on n'a pas forcément gagné déjà le combat du milieu de terrain. D'un point de vue domination pure, on a fait plus de passes, mais c'était pas non plus, enfin, c'était pas
Ça se voyait pas, c'était pas quelque chose de palpable. Et par contre, d'ailleurs, Brentford a un jeu collectif assez bon, ils sont réputés pour ça, et a su le mettre en place les 20 bonnes premières minutes où vraiment on a passé un petit peu de temps à leur courir derrière, puisqu'ils avaient vraiment la main mise sur le ballon. Par contre, il faut reconnaître, on retombe un peu dans le symptôme de début de saison, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la main sur le ballon, mais défensivement, on craint pas grand-chose. On se fait pas déborder, il n'y a pas de problème, on n'est pas en danger. C'est neutre, c'est chiant à regarder, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça reste solide. On reprend un petit peu la main, et je pense que c'est à ce moment-là que le genou de je ne sais plus quel joueur de Brentford décide d'aller frotter le crâne de Mathys de Ligt, qui donc se met à saigner énormément. J'en parle parce que ça aura, je pense, son importance dans la suite de l'histoire. Je peux préciser que c'est De Ligt qui fait faute, quand même, selon l'arbitre. Oui, sifflé, parce qu'en fait, c'est lui qui arrive en retard. Mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes le coup, c'est quand même contre genou, lui qui est blessé. C'est quand même lui qui sort blessé de l'affaire. Et effectivement, c'est peut-être plus dangereux de mettre un genou qu'une tête. Mais quoi qu'il en soit, il est en retard. Donc, je pense que c'est ça qui fait siffler l'arbitre plus qu'autre chose. Après, c'est une décision pour moi aussi bonne que mauvaise. C'est assez difficile finalement parce que soit tu donnes la priorité au joueur en retard, c'est un peu contre nature quand tu arbitres, ou alors tu donnes la priorité à celui qui fait un geste. En fait, limite là, c'est les deux quelque part qui font faute. Il lui met coup de genou. Certes, il est en retard, mais au moment où il met le genou, à ce moment-là, De Ligt, t'es pas devant lui, donc normalement tu siffles le jeu dangereux. Mais le problème qu'il y a, c'est que De Ligt, il peut autant arriver avec la tête que le pied. Et s'il arrive avec le pied, personne dit que c'est celui qui a mis le genou qui est en faute. Pied haut, oui, là, je t'aurais dit oui, il y a faute. Oui, mais donc en fait pour moi c'est plus De Ligt qui se met en danger, si tu veux, que vraiment l'autre joueur qui le met en danger. Après, de toute façon c'est un fait de jeu. Enfin c'est un fait de jeu qui aura son importance puisqu'il se met à saigner énormément. Il sort pour soin. Il refuse de se faire bander visiblement, de ce qu'on a l'air de comprendre. Il n'y a pas de parole, mais de ce qu'on a l'air de comprendre, il veut pas de bandage. Il rentre sur le terrain. On y joue quelques minutes. Vu qu'on fait des économies. Économie de budget, peut-être on n'a plus de strap. C'est la fin. C'est possible. Hein. C'est la fin. En tout cas, on les quantifie, on les rationalise. Il ressort une deuxième fois Mathys de Ligt, donc le jeu continue. J'oublie peut-être de parler dans cet intervalle-là. Eriksen qui fait une frappe, c'est scandaleux, qui rate un but de manière scandaleuse. Le mouvement est bon, il y a un jeu de 1-2, on lui distribue le ballon, il se retrouve seul au 6 mètres. Il est même pas au point de pénalty, il est au 6 mètres. Et il frappe en force au-dessus. Je crois que l'arbitre avait sifflé faute de Casemiro. Après, il y aurait eu, s'il marque, je pense qu'il y aurait eu check de la VAR, mais je crois qu'il y aurait eu un check de VAR, mais non, on ne démarre pas sur une faute. Non, mais en fait, parce que dans la surface, il y avait Casemiro et le défenseur qui se tenait un peu, et Eriksen en a profité pour y aller. Et après, il a tiré au-dessus. Mais, en tout cas, je vois Casemiro parler avec l'arbitre et lui dire en gros, je fais pas faute. Mais au final, il y a pas but derrière, donc ça sert à rien. But. Mais c'est scandaleux de frapper au-dessus quand t'es à 6 mètres. T'es à 6 mètres, le ballon est par terre, il n'y a pas de rebond et tu frappes au-dessus. Et puis c'est Eriksen qui est censé être fiable techniquement, donc ça m'a encore plus surpris. En fait, on en revient au penalty d'Evans raté en fin de saison dernière où il tire au-dessus. C'est autre chose. Mais au final, il est plus loin et c'est Evans. Et là, tu te dis, t'as Eriksen à 6 mètres, il est pas capable de faire un plat du pied, il frappe comme un bourrin. C'est quel manque de lucidité. Je pense qu'il y avait sa femme en tribune, il voulait lui donner le ballon. Il voulait pas marquer contre son ancien club. Ouais, je pense qu'il est en big up sur son ancien club. Bref, gros fait de jeu qui quand même nous perturbe pas mal, parce que c'est ça reste dans les mémoires, tu le sens. Il y a Mathys de Ligt qui intervient en défense à un moment donné sur un long ballon, il met une tête qui redéclenche ses saignements parce qu'il lui avait mis les produits là, les trucs qui font sécher directement là. Et on termine pendant les arrêts de jeu, même limite en fin d'arrêt de jeu. Au moment où il ressaigne, c'est sa deuxième sortie, donc il ressent une deuxième fois se faire soigner, il veut toujours pas de bandage, on lui remet, il re-rentre. On tient Brentford, et sur un corner anodin, vraiment, après les arrêts de jeu, Mathys de Ligt se remet à saigner. D'ailleurs, Ten Hag dit que c'était du sang sec, mais non, quand il sort, le sang est pas sec, il en a partout sur les joues, c'est pas sec du tout. Mais l'arbitre l'oblige à sortir, donc on est en infériorité, enfin pas vraiment en infériorité, mais du coup tu perds quand même ton défenseur central sur un corner. Ça loupe pas. Ton meilleur joueur de tête. Ton meilleur joueur de tête. En face, c'est un défenseur qui met le but, qui est, je pense, plutôt bon de la tête. Sur une absence totale de marquage de Dalot. Merci, j'allais dire. Et la classique Dalot qui laisse partir son vis-à-vis, qui est forcément le mec qui marque. Donc au final, on retrouve Vestiaire avec un 1-0 qui est contre nous, qui est pas très bien payé. C'est pas fou, mais
qui est pas représentatif du danger que Brentford a emmené pendant toute une mi-temps. Oui, tu dois rentrer avec un 0-0. Voire 1-0 sur l'action d'Eriksen. C'est quand même scandaleuse, en raté. Et là, Moi, perso, sur cette action-là, si on peut commenter rapidement cette mi-temps, sur ce fait de jeu-là, l'arbitre, il applique le règlement. Joueur qui saigne, Ah tu oui. n'es pas autorisé à rester Mais- sur la pelouse. Donc là, c'est le staff médical et Mathis Delirte qui sont, même si sur le corner, le marquage, c'est Dalot. Donc est-ce qu'il vraiment, il aurait eu un rôle? Je pense, parce que franchement, c'est notre Maguire. Quand Maguire n'est pas là, c'est lui qui prend tous les ballons de la tête. Mais le staff médical, il doit. Tu sors une fois, ok, deux fois. Fais-toi bander la deuxième fois. Ouais. On n'est pas au FC, je ne sais quoi là. On n'est pas en amateur. T'as du matériel médical à disposition, même si on Bah, ne sait pas si justement, bah, Ineos. on sait pas. On sait pas. Surtout Non, mais que franchement, c'est débile. Tu sors deux fois déjà pour la même raison. Fais-toi bander, patient, dans 5 minutes, c'était la mi-temps, tu l'enlèves et tu te fais soigner mieux que ça. Là, c'est débile, franchement. c'est là que tu vois qu'il y a comme un flou dans le règlement. Enfin, c'est pas le règlement, c'est l'application du règlement et que finalement les joueurs et les médecins ont encore un peu de libre arbitre et que des fois on vient pas les chercher sur des choses qu'on devrait venir les chercher. Alors, c'est relativement à notre avantage puisqu'on gagne le match et que De Ligt fait tout le match, mais je vous rappelle qu'il y a un protocole commotion normalement et qu'il est même pas censé revenir sur la pelouse en fait. Ouais. Pas sans avoir passé le protocole. Et Pense qu'il qu'il y a aucun monde où quand tu prends un coup de genou dans la tête, bah non, mais il prend un coup de genou dans la tête. En Ouais, termes de mais protocole commotion, en plus il le prend là, tu vois, c'est même pas ouais. le front, c'est sur une, enfin, Oui, mais ils ont les petits tests avec les doigts, ils testent. ouais, super. Ouais. Tu vois combien de doigts? 3. Allez, vas-y. On est- Dans le même temps, Quel jour nous sommes? Ah oui, et il y a bah, combien? Oh, il y a 6-0 pour Brentford. oh, Vous pouvez on continuer. doit perdre. On est Manchester, on doit perdre 3-0. Ok. Non, parce que dans Non, le mais même temps, enfin dans le même temps, non, mais il y a 2 semaines, t'as Mount qui justement lui ne continue pas, parce que je pense que là les médecins ont pensé, en tout cas ont analysé qu'il pouvait pas continuer. Donc là, t'as bien vu, il n'était pas touché, il a pas non, mais titubé. ce que je veux dire par là, c'est que je pense que euh, le, le médecin prend la décision pas en fonction de la faute, mais prend la décision de ce que doit lui dire le joueur. Ouais. Et là, je pense que typiquement, Mathis De Ligt, il lui dit, moi, je continue et je veux pas de bandage. Tu vois, et finalement, tu t'aperçois que le choix du joueur influe finalement sur ce qui va se passer dans le déroulé de la mi-temps. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je te dis, moi, pour moi, le staff médical et le joueur. Le staff médical, déjà, au bout de la première fois, tu sors, tu reviens. La deuxième Oui, fois, une fois, tu peux essayer, mais la deuxième bandage. fois, ça tient Si pas, t'en ça veux tient pas. vraiment pas, tiens 5 minutes avec ton bandage ou 10 minutes, c'est la mi-temps, on fera plus de son. Mais Oui. c'est pas à lui de décider, je suis d'accord avec toi. Et du coup, bah, ça nous coûte un but. Après, là, on reprend le match et on va peut-être arriver sur la partie la plus intéressante parce que ça elle emmène des questions. La reprise de la mi-temps. Donc à ce moment-là, bah, nous supporters, les commentateurs, on peut pas leur en vouloir. Ça y est, on revient, on remet une pièce dans la machine. Manchester United, ça y est, c'est bon, on repère, on est Ten Hag l'enfer, out. Ten Hag out. Comment on va faire Ten Hag pour se sortir de cette situation, etc. Bref, du coup, on connaît parce qu'en ce moment, c'est quand même difficile. On était, je crois, si je dis pas de bêtises, sur 5 matchs sans victoire, quelque chose comme ça, des 4 ou 5 matchs sans victoire. Donc quand c'est en train de perdre à la mi-temps, bon bah voilà, c'est pas ouf. Là, l'équipe qui revient pendant 15 minutes, 20 minutes, je pourrais pas donner le temps exact. Je sais pas, il y a un switch-off au niveau du mental. Les mecs se donnent, Un autre visage. un autre visage. Les mecs courent, on applique le pressing de manière commune et pas seul. Ça attaque beaucoup plus. Nos ailiers on n'a pas parlé, mais Garnacho, tout le match, fait pas mal l'enfant unique, mais il est actif. Il a au moins cette qualité-là de provoquer, d'essayer de créer. Oui, dynamique. Il dynamite. Il fait un petit peu ce qu'on attend de lui. Ce qui te dérange pas quand un des deux ailiers le fait, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi pas. Le tout, c'est de dire auquel de tes deux ailiers, aujourd'hui c'est plutôt toi, aujourd'hui c'est plutôt l'autre. Ou même au cours de match changé, pourquoi pas. Et ça paye, tout simplement. Donc on se retrouve à faire plusieurs tentatives. Et là, quelque chose de plaisant, Rashford voit dans le bon timing, parce qu'il est assez reculé sur le ballon, donc le ballon est côté droit pour ceux qui nous écoutent, voit partir Garnacho, fait une superbe transversale, qui arrive parfaitement à Garnacho, qui met une frappe lourde, mal placée mais lourde. Le gardien qui est en face
c'est une balle difficile à arrêter. Hein. Je vais pas contre lui, mais Ouais, elle est bien reprise pas au non volet. plus exceptionnel sur son placement parce que quand même quand le ballon passe entre toi et le poteau que tu es censé fermer, il y a toujours des questions à se poser. Et il est Dans à tous bout les cas, portant, reprise de volet, ouais, ça va. mais Il se fait fusiller. t'es censé. T'es Ah méchant, oui, toi. il l'arrête, il Non, je suis l'arrête méchant. direct. J'ai dit au début que Il c'était se pas le de sa prend, c'est faute. normal. J'ai dit au début que c'est pas de sa faute, mais moi je resterai toujours avec un goût amer quand le ballon passe du côté où tu es censé fermer l'angle. Ça, pour moi, il y a quand même un truc, mais qu'importe. Il le fusille. D'ailleurs, c'est marrant parce que la frappe me fait presque penser à la frappe de Giggs en 99, le fameux but qu'il met contre Arsenal. C'est-à-dire que c'est au niveau angle et là où il se trouve par rapport au catch, c'était un peu pareil. En tout cas, la frappe est magnifique, superbe, limpide, surpuissante et on égalise, ce qui est donc quelque chose de plutôt pas mal. À ce moment-là, on continue à jouer un petit peu. Et même si on commence à baisser un petit peu d'intensité, on se retrouve du coup avec un deuxième but qui est là aussi plutôt sympa parce que sur nos multiples tentatives, et c'est là où finalement peut-être cette partie-là est intéressante, c'est que on s'est pas contenté juste d'attaquer. Et quand on n'arrivait pas à attaquer, c'est-à-dire redéfendre, subir et repartir à l'attaque, on a réussi pendant 15 minutes à faire quelque chose de très très intéressant, c'est que pendant 15 minutes, on a empêché Brentford de traverser la ligne médiane. C'est-à-dire que Oui, systématiquement, on c'était arrivait à cohérent. récupérer le ballon dans leur partie de terrain et revenir à la charge. Donc, on a lancé comme ça des semonces pendant 10-15 minutes. Et donc, sur un fameux second ballon, j'appellerais ça, qui est récupéré par, je sais plus qui est le troisième joueur, qui est là, qui passe à Bruno Fernandes, je sais plus qui c'est. Ouais, c'était Casemiro ou un autre. Peut-être Casemiro qui passe vers Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui voit Højlund partir dans son dos et enfin un ballon d'Højlund où il n'est pas dos au but, où il est dans le sens du but. Fernandez a l'intelligence de faire une passe aveugle de manière parfaite, passe Petite difficile, déviation, ouais. mais qui aboutit. Et là, Højlund qui fait enfin quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais, un geste de numéro 9. Il court au dernier moment, Petit piqué très bien petit réalisé d'ailleurs. piqué, Heureusement que c'est parfaitement pas placé, Zirkzee. en douceur. On en Allez, parlera après d'entrée de première, Zirkzee si tu veux. première balle. C'est toi qui Ah. disais, on parle pas des morts. On parle pas des absents. Donc finition sublime d'Højlund qui rappelle ce que nous on disait en début de saison, pas en début de podcast, mais en début de saison où on rappelait que quand même Højlund a un super taux d'efficacité et ça prouve qu'en fait quand tu lui donnes des ballons exploitables, parce que ok là il a touché des ballons par exemple dans ce match, mais il était souvent dos au but à plus de 25 mètres du but et on peut pas attendre de lui qu'il soit à la finition à ce moment-là, c'est pas possible. Là il est dans le sens du jeu, tu le lances, il arrive lancé, bon bah il fait son boulot, il sait le faire, c'est un numéro 9, il sait le faire, il le fait bien, c'est super plaisant. 2-1. Là, tu te dis en tant que supporter, bah, vu ce que je vois depuis 10 minutes, c'est cool, on va continuer les assauts. Non. Ça, par contre, non. Dernière finale du match. On commence à relâcher doucement la pression. Je pense qu'on se sent en sécurité parce que défensivement, on l'était. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Je crois qu'il y a une action qu'on subit à un moment donné qui est vraiment un peu juste sur un mini cafouillage. Et en fait, on termine le match en gestion, faut le dire. On gère. Totalement en gestion, comme si on était en pleine confiance, alors qu'il faut pas oublier qu'on est en pleine crise. Mais on le gère façon grand club, en confiance, qui va pas forcer parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent et on va pas aller se faire mal. Petit turnover, on fait sortir Højlund, on fait rentrer Zirkzee qui fait une entrée dégueulasse, je peux le dire. Nul. Non, techniquement, elle est dégueulasse. Dans l'envie, il y a de l'envie, mais Voilà, techniquement, il est à contre-temps tout le temps. Si maintenant on doit saluer l'envie, Bah, il restait pas qui est grand-chose d'autre. normalement une chose normale. Mais, 40 millions l'envie quand même. Hein. Voilà. Petit autre fait de jeu, finalement, on n'a pas parlé, mais important, Casemiro sort sur blessure, demande lui-même son remplacement. On le voit, Normal, donc on fait rentrer Ugarte un qui était match, une sur le blessure à banc. Manchester. C'est ça. On fait rentrer Ugarte qui lui avait pris un coup par contre en sélection et qui est revenu un peu blessé, mais qui du coup était sur le banc. Et on fait rentrer Mazraoui en fin de match également pour lui redonner un peu de temps de jeu, puisque lui aussi était partie des retours de blessure. Victoire 2-1. On est content, c'était nécessaire, c'est dans le titre. Comptablement, on en avait besoin. On avait besoin de prendre un peu d'air, une bouffée d'air. Et je n'ai pas écouté les interviews d'après-match de Ten Hag. Je sais pas trop ce qu'il en pense. Je sais juste, j'ai vu passer un truc comme quoi il râlait beaucoup sur en disant que De Ligt aurait pas l'arbitre aurait pas dû sortir De Ligt. Ça n'aurait peut-être rien changé. C'est un fait du. Je dis pas Il a le. sûrement Je dit vais pas qu'il a réécrire gagné les 2 faits. trophées, qu'il faut le laisser travailler. Je vais aller faire un petit tour. Je vais Voilà. voir Alors, s'il y a des trucs intéressants à on n'a soulever. pas, Je plaisante. on a pas mal débriefé le match ensemble, donc du coup, j'ai pas forcément envie d'entendre votre avis sur tout le match. On vient de le faire. Par contre, j'ai vraiment envie d'entendre votre avis, donc je vous donne la parole. Je suis de vous deux qui veut commence sur qu'est-ce que vous avez pensé du retour de vestiaire. Et quand je dis ça, c'est aussi bien dans le jeu, mais dans la mentalité et surtout pourquoi. On dit régulièrement que les joueurs sont en train d'enterrer Ten Hag. On dit qu'il fait confiance à des mecs qui sont en train de couler son cercueil.
La réaction, on est quand même OK, peut-être pour se dire que la réaction qu'on a vue juste après la mi-temps, c'est pas des mecs qui ont envie de clouer le cercueil de leur entraîneur, si? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, Bah, ils ont clairement pas envie de couler le truc. Euh, pff, Et J'avoue, puis je ils pourrais l'ont pas. assez dit, hein. Et Dans la presse, on a beaucoup de tout le monde, on est tous ensemble. Dallo qui l'a répété encore. Non, là, on est vraiment du haut du club jusqu'à nous, les joueurs, en passant par le staff. Tout le monde est soudé. Donc, c'est ce qu'il dit. Madama, je t'en prie. j'arrive pas à expliquer en fait comment ils arrivent à switcher de la première à la deuxième. Enfin, si j'ai une petite explication, enfin moi en tout cas moi mon sentiment, ben, sur la première mi-temps, ben, justement vu qu'on a moins d'internationaux et moins de personnes qui partent en sélection, non C'est triste. oui. En gros, on a de l'énergie parce qu'ils se sont reposés Non, pendant non, deux non, semaines. non, ben justement, en fait, là, c'était le manque de rythme. C'était manque de rythme. Tu vas me dire, Brentford aussi, manque de rythme et manque de confiance. Donc, on a du mal un peu à rentrer dans le match. Et là, en fait, de toute façon, on est une équipe à réaction plutôt qu'une équipe d'action. Et donc, c'est ce qui peut expliquer, en fait, que en prenant plus le but juste avant la mi-temps, ben, le discours du coach, il peut que faire mouche, en fait. Parce que déjà, eux, ne serait-ce que eux, leur orgueil personnel, bah, va faire en sorte qu'ils vont se réveiller, mais aussi après le discours du coach. Est-ce que c'est le discours du coach ou l'envie des joueurs de se révolter une- des deux? Ça peut être les deux. Donc moi je pense que c'est plus ça qui explique le sursaut d'orgueil. Et bah, je sais pas, ils ont peut-être décidé d'un peu plus courir et c'est passé quoi. Moi, je partage pas forcément votre avis. Pour moi, c'est ni le discours du coach, parce qu'on a bien vu que le discours du coach, ça fait longtemps qu'ils s'en foutent. La donne, elle est simple pour moi, c'est que le but, il arrive très vite et quand tu égalises 2 minutes après être revenu des vestiaires, bah, ça te galvanise. On l'a bien vu, hein, tu l'as dit, Jérémy, on pousse pendant 15-20 minutes, on marque à la 62e et après, on est tout de suite en gestion. Alors que, bah, pourquoi on n'a pas continué à enfoncer le coup? C'est ma lecture. C'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, c'est la mienne. Et il y a un autre truc qui me dérange, malgré que le fait qu'on ait gagné, tu le disais en première mi-temps, on a laissé le ballon à Brentford. C'est pas notre philosophie, ça. Enfin, en On tout a cas. laissé, on a laissé. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, C'est plutôt ça. mais en fait, tu vois, là où je veux en venir, c'est que d'habitude, Ten Hag, il souhaite qu'on presse haut, même si on l'a assez souvent répété ici, le pressing est désordonné. C'est souvent l'un qui va, ensuite l'autre. C'est pas Mais collectif, on l'a fait en première c'est pas mi-temps. ordonné. Oui. D'ailleurs, si vous regardez, C'est c'est juste qu'on se si fait transpercer, c'est tout. Mais on l'a fait. je suis d'accord parce que notamment, si je dirais que tactiquement, c'est peut-être un des matchs les moins mauvais de Bruno Fernandes. Mm, mm. Il a pas Oui. couru partout comme un débile, il a respecté, quand ils ont pressé ensemble, et du coup, bah, tu te découvres pas et ça fonctionne mieux, en fait. Bah, j'ai l'impression que là, je sais pas, est-ce que c'est la période actuelle, et tu me diras, c'est peut-être sûr, hein, mais que Ten Hag est passé en mode, il faut gagner avant de produire du jeu. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, j'ai cette lecture-là encore une fois. J'ai l'impression que là, bah, faut relever la tête et il faut des résultats parce que bah, il y a un licenciement qui plane au-dessus de sa tête quand même. Les médias, on l'a assez répété. Il y a une propagande anti-Tena qui est monstrueuse là. Malheureusement, quand tu es à Manchester, c'est souvent comme ça, quand les résultats ne sont pas là. Donc, comme un peu l'année dernière, j'ai l'impression que là, on veut des résultats. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais au détriment du jeu, ça me déplaît un petit Je voulais vous poser une autre question également. Alors, on s'éloigne un peu de la partie tactique, on est plus d'un point de vue joueur. Moi, j'ai quand même été gêné par un joueur. Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez trouvé particulièrement en dessous de son niveau hier? peu. Hier, Ouais. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement gêné. franchement, j'allais dire Alors, Dalot, mais quand je vais dire Ah, niveau, je vais dire niveau attendu. ah, Niveau attendu, pas niveau. ouais, bah, sinon j'allais Lisandro, sinon, j'allais dire Evans, mais sinon. Non, 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 justement, parce que des Vans, C'est pour t'attends ça quand t'as pas. Evans, dit, il a c'est été quand t'as bon dit, hier. Non, moi, celui qui m'a gêné hier, c'est Martinez. Bah, j'allais te le J'ai citer, mais vraiment pour un moi, problème là avec toute sa partie relance. Alors, ces duels défensifs, ok, même s'il n'a pas eu finalement grand-chose à faire en duel défensif pur. Il y a eu quelques actions, mais c'était pas suffisamment pour qu'il soit mis en avant. Par contre, ses relances, je veux dire, on a quand même basé notre système de jeu sur lui pour ça. Alors là, il était excentré,
mais le nombre de passes ratées, mal senties, ou carrément quand tu redonnes, alors je sais que Johnny Evans au pied, c'est pas un cadeau, mais quand toi-même t'es déjà pas capable de lui donner une bonne balle, et que tu sais que le mec en plus est pas dextre, c'est perdre deux fois quoi sur l'action. Et vraiment, ça fait. Et je parle de ce match, mais c'est un peu la continuité depuis que Martinez Oui, est ça, on l'a revenu. dit, ouais. Vraiment, mais ça, je trouvais que ça s'est encore plus vu hier. Les relances balle au pied de Martinez, c'était Ça m'a pas plus Bah, très choqué que tous décevant. les autres, en fait. En tout cas, sur moi, la moi, première mi-temps. ce que j'allais dire, c'est que hier, ça m'a moins choqué, son match m'a moins choqué que ce qu'il nous offre depuis le début de saison. Après, est-ce que dans mon jugement, le fait qu'il joue à gauche, donc un poste qui est pas le sien, entre en compte, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé largement moins bon que les autres, quoi. Ah, il fait deux pertes de balles en diagonale vers le centre du terrain, notamment en première mi-temps, où tu te dis quand même, ça fait peur parce qu'on est très loin de ses standards. Et je parle bien de vraiment son jeu de relance, parce que je vous rappelle quand même que dans le système Ten Hag, Martinez est l'un des deux centraux et c'est lui qui a la balle au pied pour redémarrer. C'est lui qui fait remonter le bloc équipe. Et là, quand on est à ce point-là, et c'est ça qui est quand même curieux, c'est que j'aurais compris le Martinez qui est toujours aussi bon à la relance et qui a du mal dans les duels parce que son retour de blessure, appréhension, peut-être des douleurs, Ouais. etc. Donc tu te dis que dans le duel physique, tu peux ne pas être au top, Et il fait attention. mais une passe plat du pied, enfin, tu vois, logiquement, c'est pas relié Ouais, à ta condition physique. il C'est traverse quand pas même. sa meilleure période chez nous, c'est clair, mais ça reste correct. Ouais, ça m'a Comme a pas, dit Adama, ça m'a pas ça m'a spécialement pas choqué. choqué. Ouais. Pas spécialement. Après, D'accord. enfin, on pourra se poser des questions si vraiment ça persiste et ça dure dans le temps. Mais un gars comme Martinez qui te fait un mauvais match, ce qu'on disait une fois avec Bruno, c'est moi qui l'avais dit, c'était moi ou Antoine. Si un gars, même en étant moins bon, ça reste correct vis-à-vis du niveau de l'équipe, bon, ça me va, tu vois. Et il D'accord. faut de la concurrence, mais pour le moment, il y en a pas. Donc, Non, bah là, pas à ce parce que le poste-là, pas sur concurrent, ce c'est sujet-là. Maguire, Evans, Lindelof. On sait que De Ligt, il y a Euro qui est censé revenir, donc peut-être que quand Euro reviendra, peut-être De Ligt passera à gauche, axe gauche. Mais il faut de la concurrence pour justement peut-être titiller et faire switcher dans le bon sens les performances de Lissandro. D'ailleurs, je vous pose la question, puisque tu en parles, on s'éloigne un peu du match de Brentford, mais ça reste dans la continuité du début de saison. Tu veux donner ta chance à Euro quand il revient, on va part du principe que tu juges qu'il est 100% fit, etc. C'est lequel des deux que t'enlèves, Martinez ou De Ligt? Parce que pour l'instant, on est d'accord que celui qui fait un meilleur début de saison, c'est De Ligt. Il y a plusieurs données à prendre en compte. On sait très bien qu'on joue tous les 3 jours, donc déjà, est-ce que tu le lances titulaire ou non? Non, mais moi je le mets dans un match d'Europa League de préférence ou de coupe, le Euro. Et pour garder une continuité, Ten Hag, il aime bien avoir un central gaucher et un droitier, donc je pense que c'est De Ligt qui saute. Mais tu Bah, le vois avec Evans qui joue axe gauche et Lisandro qui décale à gauche. Donc, il n'y a pas forcément de vérité, il n'y a pas forcément de vérité. Je crois que ça se situe entre les deux. Moi, je mettrais Euro De Ligt, ça peut se tenter. moi, je donne pas de chance, entre guillemets. C'est en fonction, en fait, du déroulement de la rotation. Bah, justement, ouais, tu le mets sur un match de coupe ou en tout cas, quand un des centraux est pas performant, malheureusement, il arrive, il est blessé. Il y a déjà des joueurs qui sont en place. Si la charnière tient la route, je vois pas de raison à Oui, et puis changer. faut pas le brusquer lui aussi, tu vois. Il faut pas le brusquer lui aussi. Et donc ouais, bon, je le ferai pas débuter en première ligue parce que il est jeune et il revient de blessure, donc pour la confiance ça va pas être forcément top. Sur un match de coupe, pourquoi pas, mais ouais, c'est plus sur un match de coupe que je lui donnerai sa chance. À la place de qui? Bah en fait, dans la rotation en fait. C'est pas, je me dis, ouais, je vais enlever un tel ou un tel pour lui placer lui titulaire sur deux trois matchs. Non, c'est à lui de gagner sa place. Ouais, je pense que la question, tu peux la poser dans 2 mois. Si les trois, il y en a aucun qui est blessé, et selon le niveau de chacun, si Lisandro continue à être moins performant que ce qui nous habituait, bah là, tu peux envisager de le faire souffler, non, de le mettre sur le banc, comme a dit Adama. Il n'y a pas une question d'opportunité, c'est une question de mérite. Enfin, on doit revenir à du mérite dans ce club. On l'a Ce assez que j'allais répété. dire, c'est que à l'heure actuelle, et je me base que sur le début de saison, on peut pas préjuger de la suite. Euh, Si je dois faire le sacrifice d'un de mes deux décès, pour l'instant, c'est plutôt Martinez qui saute que De Ligt. Je trouve que De Ligt,
est plus intéressant sur ce début de saison que Martinez. Sachant que Yoro a aussi cette étiquette de défenseur propre à la relance. Donc peut-être que voilà. Après je le dis parce que c'est un joueur dont on attend beaucoup, Martinez. Ça fait 2 ans qu'on en parle. On a toujours aimé quand il est sur le terrain. On a toujours eu besoin de lui dans des moments difficiles et il l'a été quand il était souvent bon dans les moments difficiles. Donc et on avait quand même conditionné sur nos podcasts cet été en disant que notre avenir dépendrait aussi du niveau de Martinez parce que outre le côté défensif important, on rappelle que Martinez, c'est à lui seul un quart ou la moitié de l'énergie mentale qu'il est capable de donner cette équipe. Donc, si tu te dis que si tu perds un mec comme ça t'annonce que ta saison va être très difficile, en fait, d'un point de vue effectif actuel, je précise. Pour Il moi, en parle il souvent est pas Antoine, encore c'est les leaders. Hein. catastrophique. Moi, Oui, oui. je le laisserai sur le terrain parce que t'as besoin justement ouais, de sa On a, présence, son leadership, ça va revenir. quand on voit les performances que fait Bruno et qu'il enchaîne 90 minutes, on peut bien laisser à Martinez Ouais, ouais, ça le va. temps de se remettre la tête à l'endroit quand même. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi également du retour de Casemiro? Quand je dis retour, c'est dans le sens où il sortait quand même d'une période très compliquée. Bah, il a fait Euh, un bon match hier. ouais, pour Enfin, vous, vous êtes ok? je trouve Bonne qu'il a fait deuxième un bon mi-temps. match. Hein. Parce que moi, j'ai trouvé que le milieu le plus en vue du match, par exemple, c'était Northgard, qui, je trouve, a réussi à s'imposer sur Eriksen et Casemiro en même temps. Et ça, c'était quand même Bah, assez dérangeant. Eriksen, enfin, Casemiro nous habitue quand même à une faute de placement ou qui se fait manger de manière catastrophique par match. Hier, c'est pas arrivé, quoi. Ah si, il y en a Il est eu Monsieur, une monté. en première mi-temps. Justement, je crois que c'était sur Northgard. Ouais, Northgard. Il, Non. Oui, il avait fait un peu comme une oui, il se fait passer. comme une Olysée là. Ouais, il s'est fait passer comme un poussin. J'ai juste celle-là en tête. Mais Mais sinon, je écoute, l'ai pas trouvé catastrophique. Je pense Non, pas qu'hier, personne n'a catastrophique. fait un mauvais match en soi. Non. C'est juste collectivement, en première mi-temps, c'était ronronnant, et la deuxième mi-temps, bah, un petit peu mieux. Et après, tu l'as dit, une fois qu'on était en 2 à 2-1, on était en gestion. moi après j'en démords pas en fait sur Casemiro. Je pense toujours qu'il peut apporter, mais pas tout seul. Surtout en plus pas avec Eriksen. Je suis Dans un, d'accord. dans un collectif, Avec Eriksen et Bruno. Même si là, bah, en fait, ça s'est moins vu parce que Bruno était plus bas dans le jeu. Et En fait, il était pas moins partout, dans en le vide. fait, Il Bruno. était c'est pas pas Il partout, partout. il laissait était à son poste. Il il n'y avait pas derrière laissait lui. pas énormément d'espace à couvrir, donc Donc, t'avais pas ouais. deux ou trois mecs sur Donc il est moins Casemiro et exposé Eriksen. comme c'était Et sorti ça, on l'a de la toujours dit, presse. Il est c'est pas trop un gars exposé. véloce, Casemiro. Donc si tu lui mets... Déjà, il y a Eriksen à côté de lui, donc tu compenses comment? Maïnou, c'est pas non plus, je l'avais dit, c'est pas non plus un gars véloce. Et Jérémy a toujours dit qu'il aimerait bien voir Casemiro plus haut. Bah, moi, si Maïnou est blessé, tu mets un milieu Ugarte Casemiro, bah, ça peut donner quelque chose, je pense. Hein. Je suis d'accord. Et je pense aussi que Au ballon aussi. ce qui a aidé Ouais, peut-être aussi Bruno à pas tant dézonner ça, j'ai trouvé que Højlund avait bien occupé son espace d'une manière assez. On pouvait faire un C'est rectangle sa de zone. toute la C'est surface qu'il ma prenait zone. de sa zone. Ouais, exactement. Et du coup, alors, ça a l'inconvénient. Elle a un inconvénient quand même, cette position, c'est qu'il est, à mon goût, beaucoup trop de dos au but. Et il a pas, après, étant il est donné qu'il a souvent dans ce cas de figure, Højlund. je sais, mais étant donné qu'il n'a pas cette vélocité pour, il est rapide quand il est lancé, mais quand on fait un zéro d'un départ arrêté, quoi, Arrêté. il n'a pas cette vélocité où il est capable de se tourner, passer son vis-à-vis et démarrer une course, balle au pied. Tu sais, après il est en lutte, il repasse le ballon très bien, mais quand il redistribue toujours dos au but. Au moment où il est dos au but, c'est Giroud. Enfin, tu vois, j'exagère, mais comme ça parle à tout le monde. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui nuit pas mal au bon fonctionnement dans le sens où c'est très difficile quand c'était dans cette position-là, à 30 ou 40 mètres de ton but, d'être à la finition 2 passes ou 3 passes plus tard, dans les 6 mètres ou au point de pénalty, là où vous voulez. Et je pense que alors, ce positionnement est très bien parce que ça canalise Bruno Fernandes, mais pour moi, il est pas bon parce que c'est exactement ce positionnement qui nous ralentit dans les transitions quand on avance vers le but adverse, justement. Parce que si là, en fait, t'as pas un ou deux ailiers qui a un champ dégagé pour taper le sprint de sa vie, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre que Højlund soit capable de se retourner, courir, et généralement, il arrive à peu près en même temps que les milieux. Il est souvent sur une ligne où ils sont souvent un peu, il est rarement seul, il y a toujours un milieu à côté de lui.
Et au final, en fait, la seule chose que tu attends, c'est ton ailier attend que tout son bloc équipe remonte. Et ça m'ennuie parce que je trouve que cette position, vous allez me dire ce que vous en pensez, dos au but, en fait, nous empêche d'être un petit peu plus haut encore sur le terrain, je trouve. Justement, c'est l'inverse que je trouve en fait. Dans son jeu dos au but, ça te permet, ne serait-ce que déjà de garder les ballons lorsqu'on la récupère dans une position basse. Les ballons, tu les fais remonter, il garde le ballon, il est dos au but. Il a plutôt bien fait, chose qu'on ne voyait pas forcément par le passé. Donc il garde plutôt les ballons. Certes, en décrochant, en fait, tu libères de l'espace. Donc, tu libères de l'espace pour Bruno qui peut soit être face à lui pour jouer la remise, ou qui peut plonger dans son dos. Donc déjà, ça fait un décalage sur les défenseurs adverses. Mais tu as aussi les ailiers qui peuvent partir en flèche. Et pour moi, ça crée beaucoup de mouvements, ça crée du déséquilibre chez l'adversaire qui pour moi est intéressant. Je le veux pas après forcément que ce soit lui directement qui soit à la finition. Euh, pas dans dans cette configuration-là. Bien sûr que dans chaque type d'action, je veux qu'il soit à la finition, mais là, dans la construction du jeu, si il est à ce niveau-là, ça me dérange pas. Et lorsqu'on joue un jeu de position plus marqué et qu'on a le ballon, qu'on est déjà dans le camp adverse, oui, là, il a pas besoin de venir décrocher parce que tu auras Bruno, tu auras Eriksen pour pouvoir faire le jeu. On attendra qu'il soit dans la surface. Mais pour faire remonter le bloc, non, moi je trouve que c'est plutôt intéressant que l'attaquant puisse garder les ballons pour permettre au bloc de remonter. Et tu penses C'est aussi le rôle pour lequel on l'a pris à la base, au-delà de sa vitesse et de sa finition, c'est que c'est un grand gaillard et qui tient les duels physiquement. Ouais. Alors hier, il l'a très bien fait parce que d'habitude, il est trop dans la bagarre, trop dans le duel. Hier, il était vraiment plus focalisé sur le ballon et il a fait quelques déviations très intéressantes. Mais vous pensez pas que si tu avais un Bruno Fernandes qui gère mieux ses efforts en courant moins, donc là hier on l'a vu, mais qui du coup est capable de remonter le ballon parce qu'il est bien placé de base et qu'il n'a pas récupéré en diagonale gauche, en diagonale droite, je sais pas où, qu'il a récupéré dans sa zone, la zone où il permettrait plus facilement à Højlund et même tes ailiers de jouer un cran plus haut, ce qui accélérerait un peu plus ton jeu. T'as pas C'est envie pas le d'avoir rôle. un milieu qui est capable de porter un petit peu le ballon vers l'avant. Et je vais le dire, par exemple, Casemiro est capable de le faire. Casemiro est capable d'avancer balle au pied sur le poste de Fernandez. Et c'est pour Oui, ça, moi, que je veux le voir plus haut. Et il fait Bruno, monter à lui seul le bloc équipe. Bruno n'a pas cette caractéristique à son jeu. Bruno, c'est Ouais. dès qu'il peut, il déclenche. Ouais. Donc faire Et, remonter le ballon, c'est certainement pas Bruno qui le fera. Maïnou le fait très bien, Eriksen arrive à le faire, Casemiro aussi. Bruno, je le vois rarement le faire. Tu sens que Bruno, je sais pas si on en a déjà parlé, je sais pas si c'est des consignes ou si c'est son jeu à lui. Bruno, je sais quarterback. pas s'il ne sait pas gérer ou en tout cas il ne gère pas le tempo de cette équipe alors que un numéro 10 à l'ancienne, normalement c'était son truc. Donc non, hier, Højlund, plutôt, là, je suis plutôt la team Adama, perso. Alors, moi, j'ai aimé le match de Højlund dans le sens où je dis, il a permis de canaliser, j'ai dit, hein, Bruno Fernandes. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'au final, c'est la qualité de son défaut. C'est-à-dire qu'il l'a très bien fait. Mais finalement, je me dis, si tu avais un autre milieu, il aurait pas besoin de le faire de cette manière-là et on pourra avoir un jeu alors quand je dis plus direct, c'est pas plus direct dans le sens contre-attaque et tout, c'est juste plus rapide, qui va plus vers l'avant et où tu as moins d'attente par rapport à ton bloc équipe en fait parce qu'il va être naturellement un peu plus haut sur le terrain, par exemple. Mais quand Zerxi est là, tu vois, Zerxi est là, il facilite, il a ce que t'as, enfin, toute proportion gardée, parce que pour l'instant, il est pas bon, mais sur les premiers matchs où il était, ça va. Et il l'apportait, ce jeu balle au pied, ces déviations, tu vois. Mais au final, on se retrouvait avec, c'est ce qu'on se disait, hein, tu le disais toi-même dans les profils, c'est qu'on avait un gars qui peut pas être à la création, enfin, qui est à la création, mais qui peut pas être à la finition. Là, on a Højlund qui arrive pour l'instant à bien faire un peu des deux. Avec Xerxes, c'était un peu trop marqué. Lui, Oui, même quand il est vraiment rentré hier, trop on n'en a bas et pas tout. parlé. Ouais. Il n'est pas dans la zone de vérité, alors que Alors que c'est une question Højlund, de profil non, encore. non, mais moi je pense que c'est bien qu'il mobilise les Faut juste défenseurs. qu'il s'améliore un peu plus techniquement, Højlund. Je sais pas si c'est l'absence ou les blessures qui l'ont un peu mis. S'il y a certains contrôles des fois où il est un peu facile et la balle, à part quelques mètres de lui,
Faut C'est qu'il sa soit un peu première plus touche propre. qui est pas Ça, il est pas suffisamment ouf, ouais. propre. En fait, Exactement. c'est dommage parce qu'il a une belle vision de jeu. Il est capable de voir Hmm. qui part autour de lui et tenter de lui Bah, remettre en il a première lancé intention. deux, trois fois Mais Garnacho sur le côté. c'est vraiment la qualité de première. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui va travailler. Il faut pas oublier que encore hier, et ça, on l'a répété souvent, et ça va faire plaisir à Antoine parce que c'est lui qui en parle souvent, mais c'est vrai. On a une équipe qui est partiellement très jeune. Et hier, on est quand même sauvé par deux de nos plus jeunes, quoi. Ouais. Ouais. Je veux dire, pas sauvé. Quand je dis sauvé, c'est nos deux plus jeunes qui marquent et on se pose quand même sur ces gens-là au final. Je vais pas dire terme sauvé, c'est un peu exagéré. On parle rapidement de nos ailiers avant de clôturer. Eh ben, allez. Je pense qu'on peut en parler. Bah, Garnacho vas-y, qui vas-y. fait, comme tu l'as dit, qui fait un très bon match. Fait un très bon Euh, match. Qui fait un bon match, pardon. Qui fait un bon un peu match. trop fils unique. Qu'est-ce que Voilà, t'en en penses? fait, parce qu'on t'a passé sur Rashford quand il tente ses Tout à 6-7 fait. frappes par match. Hier, il m'a passiblement énervé parce que à chaque contrôle de balle qu'il faisait, et tu l'as dit, quand il joue à gauche, que ce soit lui ou Rashford, bah, les ailiers faux pieds, ils rentrent pied droit, ils veulent absolument marquer. Hier, à chaque fois qu'il a eu la balle, c'était pour marquer. Peu importe s'il y avait des solutions, s'il y avait des meilleurs, oui, s'il y avait d'autres gars à côté de lui, il prenait la balle, il voulait absolument marquer. Et peu Et ça importe la m'a dérangé. distance, il a tenté à un Ouais. moment donné de très très loin. D'ailleurs, Fernandez aussi, hein, c'est pas empêché à un moment donné de claquer une frappe de 35-40 mètres. Ouais, mais Puis une Ouais, match, fois, tu mais vois, c'était une reprise de volée. Et là, pour le coup, voilà. Fernandez, hier, il a pas trop tiré. oui, Non, il a pas il trop tente deux abusé, tirs mais hier, on n'a pas claqué, ce stat avec ouais. nous, mais voilà, hier, Fernandez, c'était pas non plus ses six frappes par match ou 4, il était, je crois, à 2-3, donc ça reste raisonnable pour un gars quand il est bien positionné. Mais Garnacho, hier, il m'a vraiment énervé. Parce qu'il fait un bon match, comme tu l'as dit, dans le dynamisme, dans l'envie, l'agressivité, il est toujours à provoquer en un contre un. En défense même. Il a défendu hier. Ouais. Notamment un très beau retour en première mi-temps où il tacle comme Et, il faut, là où il faut. et parallèlement, je bascule sur l'autre ailier, c'est Rashford. Rashford qui, pour moi, sur ce début de saison, avec ballon, il est très intéressant. Quand il a la balle, parce qu'après, sur l'aspect nonchalant, repli défensif, tout ça, je le trouve pas bon. Mais quand il a la balle, il est intéressant. Parce qu'on le voit bien, hein, il arrive à perforer un peu les défenses qu'il n'arrivait plus à faire l'année dernière. Le centre qu'il met hier, c'est un bonbon. Hein. Oui. Il est Par magnifique, le contre, centre. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est applicable pour la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il était éteint complètement. Oui, Il oui. faisait partie de nos joueurs qui étaient vraiment les plus invisibles sur le terrain. Par contre, Mais lui, il s'est quand, réveillé et a fait une très bonne, j'ai trouvé, quand seconde il a la mi-temps. balle, il est pas dégueu. Mm. C'est dommage que le reste ne suive pas, parce que je sais pas, est-ce que c'est des consignes où il est en maîtrise pour garder de l'énergie pour quand il va accélérer. Mais c'est dommage, parce qu'avec la balle, on retrouve un Rashford intéressant. C'est pas celui de la saison où il claque ses 30 buts, mais j'ai l'impression que là, il est en train de retrouver des bonnes sensations. C'est un niveau où tu te dis au moins, OK pour avoir cet ailier dans la rotation. Au moins, ça Adama, peut-être te qu'est-ce que dire, t'en penses? OK, tu vois, t'as pas envie juste de dire non, c'est OK. Ouais, moi, sur Garnacho, bon, t'es parti sur très bon match. Ouais, ouais, non, bah, Non, 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 bon on va match, je me suis corrigé. ouais, bon match, ouais, 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 ouais. Il Son, faisait partie de, je vais pas dire des meilleurs, mais en tout cas ceux son- qui apportaient de la créativité et du dynamisme. Ouais, mais encore une fois, si c'est Rashford qui fait la même chose sur ce match-là, je pense pas qu'on dise qu'il fasse un bon match. J'utilise le même terme, j'ai utilisé fils unique pour le premier, j'utiliserai fils unique pour le second. Moi, je l'aurais dit. Mais, Rashford, je te dis, ce qui le pénalise, c'est son jeu sans ballon. Quand il a pas la balle, il fait pas forcément d'efforts, il est un peu détaché du match, c'est non, mais dommage. je veux dire que si Rashford faisait la même, alors ça va me permettre aussi après de rebondir en fait sur le collectif en défense et le fait de subir des vagues, etc. Mais sur Garnacho, non, oui, son match, oui, bon match. Le but rajoute de la saveur supplémentaire, mais moi, il m'a un peu énervé Beaucoup même. à toujours vouloir tirer et pas chercher la solution collective. Donc ouais, non, rien à signaler sur ce plan-là. Sur Rashford, là, j'ai plutôt aimé. Et surtout que ça va illustrer en fait ce que je disais par le passé, il y a peut-être à peu près 2 ans, où Jérémy me riait au nez quand je disais que Rashford peut être un très bon passeur. C'est dans ce type d'action. Et ça, ce type d'action, il le fait souvent. Quand il est à gauche, on le voit souvent faire des changements d'aile ou des fois, quand il reçoit le ballon en première intention, il essaie de la mettre Le, directement de la surface. Et ça, il le fait très très souvent.
Mais le faisait déjà par le passé. Maintenant, il a un peu plus perdu confiance en ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu en lui depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'il peut faire. Il le fait moins, mais quand je disais ouais, qu'il peut être un très bon passeur, ce type de passe-là illustre le propos. Puisque en plus, même sur ce début de saison, euh, je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de passes décisives que ça, parce que il a fait, Ouais. il a donné certains ballons où Je après pense l'erreur, au centre l'erreur face à c'est un Liverpool à vendanger. Zirkzee. Parce qu'on dit souvent que oui, il est pas, il fait pas de passe, il joue que pour lui. Ou quand il voit que la solution individuelle est terminée, et là il essaie de faire la passe, c'est pas spécialement vrai. Certes, on va dans les chiffres, dans les statistiques, bah, les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux, mais quand tu regardes les matchs, tu vois que la réalité est un peu plus compliquée. Donc moi, c'est une mention un peu plus positive sur Rashford. Ça n'empêche pas que je veuille toujours qu'il quitte le club, pas de souci. Mais quand il fait ce type de prestation, ça me Ça te dérange va. moins. Ça me va. Comme a dit Ah, Jérémy, c'est ok, ouais. et après, sur l'aspect défensif, je pense qu'il y a des consignes parce que si on voit bien, première mi-temps et même deuxième mi-temps, euh, on défendait en 4-4-2. On défendait en 4-4-2 et parfois tu avais Højlund et Rashford, les deux qui pressaient dans l'axe, et Bruno qui pressait à droite. Et en fait, c'était en fonction de la position quand on avait le ballon, et quand on la perdait, ben, vu que Rashford, même s'il jouait à droite, il n'était pas forcément cantonné à son poste d'ailier droit. Je parle plutôt en première mi-temps, il était plutôt dans l'axe. Donc c'est-à-dire que quand on perdait le ballon, au lieu d'aller faire la course pour aller fermer le côté, c'était plutôt Bruno qui était à côté, qui venait fermer sur ce plan-là. Et après, bah oui, on se faisait transpercer parce que ils savent pas se placer les joueurs, et lors du pressing, tu fais une passe, t'as éliminé 10 joueurs. Tellement Euh, simple d'annihiler notre c'est- pressing, c'est incroyable. Ouais, mais dans les statistiques, ça montre qu'on récupère les ballons hauts, ce qui peut être vrai parce que sur le deuxième but, c'est ce qu'on fait. On a récupéré le ballon haut et on a marqué derrière. Mais quand tu joues face à une vraie équipe qui ressort toujours les ballons, ça passe. Donc, ça va faire aussi le parallèle avec notre aspect défensif. Euh, Hier, on a moins subi parce que l'organisation défensive était plus collective. Euh, Parce que là, Dalo, on peut à chaque fois dire ouais, qu'il prend l'eau, de toute façon, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Là, il était à droite et il était avec Rashford. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils prennent l'eau tous les deux. Finalement, ils n'ont pas pris l'eau. Parce que toute l'organisation collective était de qualité. Et à gauche aussi, on aurait pu penser que Martinez aurait pu prendre l'eau, avec Bemo qui était sur son côté. Au début de match, on se disait, ah, il va passer un sale match. Et au final, non. Donc, moi, je vois que en fait, c'est vraiment l'organisation collective plutôt que de rechercher, oui, c'est ce duo-là, c'est Dalo qui défend mal, etc., etc. Donc, moi, c'est plutôt mon ressenti à moi. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le match? Ou est-ce qu'on finit juste par un petit prono parce que, alors, pour ceux qui ont suivi, on joue en milieu de semaine en Ligue Europa. Donc, est-ce qu'avant de passer juste sur le prono du match en Ligue Europa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour clôturer? Hmm, Non, mis à part Anthony, qu'est-ce qui devient le pauvre? c'est qui? Oh, Le pauvre, Martial? il a rejoint son coach. Non, je Anthony parle Martial? d'Anthony. Ah non, Non, bah, je sais pas, moi. notre joueur, le fameux Brésilien des favelas qui fait la toupie. Celui qui a le regard comme Ah, ça. Ouais. je savais pas Non, qu'il était brésilien. Ouais, non, c'était c'est triste ça. un petit running Ah, gag. Le pauvre, il a disparu des radars alors que il a été acheté à prix d'or et avec surtout un coach qui le connaît, qui lui a beaucoup donné sa chance. oui, Je veux dire que c'est un traitement qui est Bah, là, pas. Ten Hag, c'est un traitement mérité quand même, il hein. a quasiment Ouais, ouais, tous les joueurs qu'il voulait, hein. exactement. On peut Bon, même alors, pronostiquer les deux prochains matchs. Il y a et, Fenerbahçe et West Ham. à Istanbul, donc ça va être un déplacement quand on connaît notre historique en Hmm. Turquie. Surtout la visite de Galatasaray l'année dernière, où on n'en a pas gardé des bons souvenirs. Et on a West Ham dimanche prochain. Alors, on commence par la retrouver avec José Mourinho en Ligue Europa. José Bon, Mourinho, Amrabat et Fred. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va retrouver quelques anciens soldats qui seront prêts à nous faire du mal. on sait que normalement, les anciens de United face à United, on sait qu'en général, ça aime, hein. Il y a un petit bonus hein, dans la carac. Alors, allez, vas-y, on voit le score.
Je sais pas, enfin, Fenerbahçe, leur forme actuelle, mais je me Je vois, crois que c'est je pas sais ouf, pas. hein. Ah, c'est José Mourinho, ton pote. Mais ça reste José Mourinho, donc je pense qu'il va Non, je montrer me à vois Ten Hag. gagner, mais Et moi, je pense qu'il va montrer à Ten Hag comment on fait. donc tu nous Euh, vois perdre là-bas. Ouais, moi, je nous vois perdre là-bas. 2-1. Ça nous ferait 3 matchs en Europa League, 0 victoire. Ce serait affligeant quand même. Moi, je vais dire match nul. Et aussi sur Avec, match nul. Je pense que 1-1. c'est nous qui je, allons marquer les premiers et on va se faire remonter. On va pas supporter la pression turque. Tu vois, je pense le- qu'on peut gagner, mais est-ce qu'on va gagner? Je suis pas sûr. Oui, Donc, on je peut dirais gagner. 2-2, moi. Je Normalement, on dirais devrait gagner. façon Porto. 2-2. Ok, moi j'ai mis 1-1 et donc une victoire et une défaite 2-1 West Ham. pour Adama. Non, pour Adama. Ah, ok, Ah. pardon. Dama Allez, et Djordje. pour West Et pour Ham, West Ham, pour le coup, là, ouais, on va on gagner. va gagner Ils sont pas en forme, eux non plus. à Euh, 2-0. Allez, 2-0. Et 2-0 en face à fait, West Ham. ça va être intéressant de voir qui sera sur le côté gauche, si c'est Rashford ou si c'est Wan-Bissaka. truc. Sur, ça va être terrible. Ça Encore va être, un ancien joueur. ça va être terrible. Ouais, non, West Ham, on va gagner. Clean sheet, ouais, 2-0. Ouais, je dirais 1-0. Bon, eh ben écoutez, c'est acté. Mettez-nous en commentaire, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, vous êtes des guerriers, vous êtes à la fin, c'est bien. Mettez-nous en commentaire pour vous les pronostics du match, si José Mourinho gagne son match ou pas, gagne son duel face à Ten Hag. Et nous, bah, on se rejoint du coup la semaine prochaine, après le match contre West Ham, hein, pas en milieu de semaine, après le match contre West Ham, comme d'habitude, pour le prochain podcast. Merci à tous. Salut.